Donc ce soir, on va aborder la première vraie leçon. Je l'ai découpée en deux parce qu'en fait, il y a une partie de la leçon qui est un peu compliquée. Donc il faut d'abord qu'on voit un autre cours avant. Donc aujourd'hui, on va parler des stablecoins qui sont ce qu'on appelle tokenisés. Ensuite, la semaine prochaine, on parlera des prêts et des emprunts, ce qui nous permettra de comprendre le mécanisme de prêt et d'emprunt sur la blockchain. Et du coup, ça nous permettra de parler la semaine d'après des actifs synthétiques. Et ensuite, on parlera des exchanges. Et puis après, on passera du coup au cas pratique, puisque on aura vu quasiment le plus important des bases. Donc, toujours dans notre formation Naviguer dans la défi. Et comme j'ai dit, aujourd'hui, on va parler des actifs tokenisés, des RWAP et aussi des LSD. Et je ne parle pas, bien sûr, des drogues. Pour l'instant, on n'a pas réussi à trouver un nom un peu plus sympa, donc on parlera de LSD. Et pour la petite culture, je vous ai mis un petit mème qui est assez connu. Alors, RWA, c'est ce qu'on appelle des Real World Assets, donc des actifs du monde réel, donc les euros, l'immobilier, etc. Et aujourd'hui, donc, on va parler des actifs tokenisés, donc en anglais, des tokenized assets. Et on va voir du coup comment ça fonctionne, à quoi ça sert, etc., etc. Donc, on est ici, là, sur la partie asset issuance, hein, donc ça veut dire l'émission et émettre des actifs. Alors, on va donc d'abord s'intéresser aux différents types d'actifs sur la blockchain. Ensuite, on va parler de la tokenisation, des RWAP, des LSD. Quel est le rôle des arbitrages et à quoi ça sert? Et puis ensuite, ça sert à quoi, du coup, de faire tout ça? Qu'est-ce qu'on peut faire, du coup, avec? Et puis ensuite, on passera aux questions et aux réponses, bien sûr. Alors, on commence par les actifs sur la blockchain. Vous allez voir, c'est assez simple. Donc, un coin et un token, c'est différent. Donc, je voulais juste faire cette petite mise au point avant d'aller plus loin. Donc, un coin, c'est la crypto qui est native à une blockchain. Je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, il y a plusieurs blockchains. La blockchain Bitcoin, la blockchain Ethereum, Polygon, Avalanche, etc. Et chaque blockchain a sa propre crypto native. Donc, bien évidemment, pour le Bitcoin, c'est le Bitcoin. Pour l'Ethereum, c'est l'Ether. Pour Solana, c'est le Sol. Pour Avalanche, c'est la VAX, etc., etc., etc. En général, ces cryptos, donc ces coins, sont utilisés pour payer les frais de transaction sur la blockchain. Et après, une blockchain ce n'est pas le cas de toutes les blockchains, mais l'immense majorité des blockchains, on peut déployer d'autres actifs. Et là, on parlera du coup de tokens. Donc, c'est juste pour la petite culture. Donc, l'Ether, c'est un coin et l'USDC ou le UMA qu'on étudiera plus tard, ce sont du coup des tokens. Voilà. C'était tout simple, petite mise en bouche. Alors, c'est ça à quoi? C'est quoi l'intérêt d'avoir un actif sur une blockchain? Ça permet de faciliter la traçabilité de l'actif. Par exemple, lorsque vous achetez un bien immobilier, qui est-ce qui s'occupe de la traçabilité? Ce sont les notaires. En regardant les fichiers du coup des notaires, vous savez qui a acheté cet immeuble, quand, à quelle date, à quel prix, etc., etc. Bon, il faut aller quand même se déplacer dans le bureau du notaire, et puis je ne sais pas si n'importe qui comme ça peut regarder comme il veut. Donc là, l'intérêt de la blockchain, c'est que à partir du moment où il y a un actif sur la blockchain, que ce soit un bien immobilier, que ce soit une œuvre d'art, que ce soit un euro, etc., tout le monde, à tout moment, peut regarder ce qui lui est arrivé. Donc, la traçabilité. Ça, c'est un énorme avantage. Ensuite, un truc qui est vraiment pas mal, c'est la fraction d'actifs. Alors, en anglais, on parle de fractional ownership. Ownership, ça veut dire propriétaire, être propriétaire. Donc, la propriété fractionnée, mais en français, je trouvais que fraction active, ça sonne un peu mieux. Alors, l'idée, c'est toute simple. Vous savez que vous ne pouvez pas posséder 0,2 maisons, vous ne pouvez pas posséder 0,2 tableaux d'un maître d'art. Vous pouvez en posséder qu'une seule. Enfin, c'est une unité de maison, une unité d'euros, une unité d'œuvre d'art, etc. Sur la blockchain, un token, pas tous, mais en fait, si tous, on verra ça plus tard. En fait, on peut les couper en plusieurs tokens. Donc, par exemple, un bien immobilier sur la blockchain, on peut le couper en 1 milliard de petits tokens. Et du coup, on peut posséder 1 milliardième d'un bien immobilier ou 1 milliardième d'une œuvre d'art, 1 milliardième d'euros, etc., etc. Donc ça, c'est quand même facile, c'est quand même pratique puisque ça rend accessible l'actif en question. Le transfert est aussi beaucoup plus facile. Quand je dis transfert, ça peut être aussi
aussi bien le paiement que le transfert pour ses héritiers, etc. Donc, il est vrai que un actif sur la blockchain, il n'y a pas besoin de contrat ou quoi que ce soit pour le transférer à quelqu'un. Si j'ai un bien immobilier sur la blockchain, je transfère juste un transfert de token à quelqu'un d'autre et boum, je ne suis plus le propriétaire. C'est l'autre personne qui est le propriétaire. Bon, j'exagère, pardon, pour les biens immobiliers, mais vous avez compris du coup l'idée. Et surtout, et c'est ça qui va nous intéresser nous, parce que l'objectif c'est de faire de l'argent, c'est que c'est interopérable. Alors interopérable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut les utiliser en combinaison avec d'autres choses. Un exemple tout bête, si j'ai par exemple une action sur la blockchain, eh bien, je vais pouvoir emprunter en mettant cette action en garantie. Donc, c'est ça qu'on pourrait dire interopérable. Je pourrais aussi faire plein d'autres petites choses avec, dont on parlera du coup au fur et à mesure des semaines. Alors, on va du coup maintenant commencer par la tokenisation. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple. Moi, j'aime bien le mot uploader. Vous savez, quand on met en ligne quelque chose. Donc, pour moi, la tokenisation, c'est qu'on va uploader un actif sur la blockchain. J'ai donné 4 exemples du plus simple au un peu plus compliqué. Par exemple, une action Apple, comme vous le savez, ça existe dans le monde réel, pas sur la blockchain. Le fait de tokeniser une action Apple, ça veut dire qu'en fait, on va rendre accessible l'action Apple sur la blockchain et je lui ai donné un petit nom à Apple T. Alors, ça ne veut pas dire que tous les actifs tokenisés s'écrivent de cette façon-là. En fait, les gens qui créent des projets d'actifs tokenisés, ils les appellent bien comme ils veulent, mais c'est vrai qu'on voit souvent la lettre T à la fin. Donc, par exemple, l'USD, donc le dollar américain, il y a un projet qui s'appelle Tether, un projet, on va dire une société qui s'appelle Tether, qui se propose de l'uploader sur la blockchain sous le nom de USDT. L'immobilier, pareil. Je vais vous montrer quelques exemples après. Les produits dérivés, ça peut être par exemple des bons du Trésor américain, ça peut être n'importe quoi, en fait, des obligations, etc. etc. Alors, il faut savoir que dans la vraie vie, il n'y a qu'un seul dollar. Et il n'y a qu'une seule action Apple. Mais sur la blockchain, en fait, il peut y avoir une infinité de dollars. Parce qu'en fait, vous pouvez avoir, par exemple, 500 différentes sociétés qui ont leur propre dollar. Alors ça, c'est un peu bizarre au début. C'est vrai que vous avez de l'USDT, vous avez de l'USDC, de l'USDP. Enfin bref, vous avez quasiment toutes les lettres de l'alphabet. Et pareil pour Apple, vous avez 2, 3, 4, 5, peut-être 6 différents projets qui travaillent sur la tokenisation des actions. Et du coup, certains pourraient, je sais pas, posséder du A Apple T, d'autres du X à Apple. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Alors, ça crée un petit brouhaha. Hein. C'est vrai que c'est un peu chiant d'avoir 10 000 différents types d'USD. Et vous allez voir qu'en fait, c'est pas si mal d'avoir plusieurs différents actifs, parce qu'en fait, ils ne sont pas tous créés de la même manière. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un custodian. Alors, pareil, ce n'est pas très français, mais c'est compliqué. On pourrait dire un compte de séquestre, mais ce n'est pas très joli. Parce qu'en fait, comment ça fonctionne tout ça? Il faut faire confiance à un tiers, un intermédiaire. Et ce tiers-là, ce n'est pas le custodian, c'est l'entreprise qui crée l'action Apple tokenisée, etc. Mais cette entreprise doit utiliser une autre entreprise, donc ça peut être une banque, et on parle du coup de custodian. Alors, qu'est-ce que c'est un custodian? C'est en fait, on va prendre un exemple très simple avec le dollar. Donc, imaginons que vous vouliez avoir du dollar sur la blockchain. Vous allez voir l'entreprise Circle ou l'entreprise Tether, peu importe. Et vous leur dites, voilà, moi j'ai 1000 dollars, donc vous donnez vos 1000 dollars à Tether. Et en échange de quoi, Tether va vous donner 1000 USDT. Et inversement, vous allez voir Tether, vous avez 1000 USDT, vous leur dites, voilà, moi j'ai 1000 USDT, je voudrais récupérer mes 1000 dollars. Je prends l'exemple du dollar, mais vous allez voir qu'il y a des exemples pour quasiment toutes les devises du monde. Alors, qu'est-ce que va faire Tether? Enfin, qu'est-ce qui est censé faire Tether et les autres? Ils vont prendre vos 1000 dollars et ils vont les déposer sur un compte bancaire. Donc, en l'occurrence, le compte bancaire est ici donc le custodian. Donc, c'est une banque qui dit, OK, moi, je garde ces 1000 dollars dans mon coffre-fort. Vous pouvez donner les 1000 USDT à votre client et votre client peut être sûr qu'on va garder les 1000 dollars sur son compte bancaire. Et ça, c'est important et c'est pour ça qu'il y a besoin du coup de la confiance, puisqu'il faut que vous sachiez à tout instant que les USDT que vous avez sur votre portefeuille,
mais il y ait bien des vrais USD derrière. Parce que sinon, ça veut dire que c'est juste de la fumée, ça n'a aucune valeur. Et du coup, vous vous êtes fait tout simplement pigeonner. Et c'est là que rentre en compte la notion de confiance. Il faut faire confiance aux entreprises, mais pas que. Il faut aussi faire confiance aux banques qui vont garder ces USD, etc. Et c'est un peu relou, puisque comme vous savez, on est obligé de faire une confiance aveugle. Vous ne pouvez pas vraiment taper à la porte d'une banque, dire est-ce que je pourrais regarder le compte de la société Tether, etc. Non. Donc, du coup, pour faire en sorte que la confiance soit quand même, qu'il n'y ait pas un besoin de faire une confiance juste aveugle, normalement, ces sociétés doivent produire des audits. Alors, un audit, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une société qui va mandater une autre entreprise et qui va jouer le rôle, qui n'a aucun conflit d'intérêt normalement, donc qui va jouer le rôle de tiers et qui va dire, moi, j'ai accès au compte et je peux vous assurer sur l'honneur que oui, sur le compte bancaire, il y a bien les 1000 $ qui sont censés donner de la valeur aux 1000 USDT que vous avez achetés. Alors, le problème des audits, c'est que vous ne pouvez pas faire des audits en temps réel. Ce sont du coup, des audits qui arrivent de manière périodique. Ça peut être toutes les semaines, ça peut être tous les jours pour certains, ça peut être tous les mois ou tous les ans. Et des fois, ça peut être quasiment jamais ou tous les 3 ans. Bref, donc là, on voit qu'il y a déjà une différence entre différents projets qui vont créer des dollars tokenisés ou des actions Apple tokenisées. C'est qu'il y en a qui vont produire des preuves, on parle de preuves de réserve. Donc, ils vont produire des preuves de réserve très fréquemment. Donc, du coup, c'est assez facile de leur faire confiance. Et il y en a d'autres, comme Tether, justement, qui vont produire des preuves de réserve quasiment jamais. Et du coup, c'est très compliqué de leur faire confiance. Il faut bien prendre ça en considération que lorsque vous avez sur votre portefeuille un actif tokenisé, vous avez en fait un actif dont la valeur dépend du sérieux de l'entreprise qui l'a émise. Et donc, tout dépend de la confiance que vous avez en cette entreprise.